Monsieur Kwasi Kwame Patrice, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Yamoussoukro, vous êtes premier adjoint maire de la ville de Yamoussoukro et membre du bureau politique du PDCI RDA. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau d'Afrique sur 7 et merci de nous accorder cette interview. Alors, monsieur le député, très vite, on va entrer dans le vif du sujet. Les religieux, les catholiques, ont projeté une marche ces derniers jours. Ils ont été obligés de changer leur plan de départ pour finalement faire une séance de prière suite à des menaces d'infiltration. Comment vous interprétez ce changement qu'il y a eu à leur niveau? Alors, je pense qu'il est important de souligner une chose, c'est que les catholiques n'ont jamais projeté une marche pour la paix. Il y a une nuance de taille, il me semble, qu'il faut apporter. Ils ont prévu une marche priante. Le mot priante est déterminant, parce qu'une marche, ce n'est pas dans les habitudes de l'Église de faire des marches. Par contre, des marches priantes, oui, nous faisons des marches priantes tout le temps en tant que chrétiens catholiques, notamment pendant le chemin de croix et à d'autres occasions. Et c'est le lieu de rappeler également que cette marche priante-là a été prévue depuis le mois d'octobre dans le cadre des activités de l'année pastorale 2020. Donc ce n'est pas une marche qui était prévue, c'était une marche priante et ça fait toute la différence. Mais on a quand même vu votre parti, le PDCI, soutenir la marche, appeler même ses militants à rejoindre la marche. Est-ce que le PDCI attend que d'autres personnes organisent des mouvements de ce type pour se rallier? Écoutez, il n'y a pas qu'au PDCI où vous avez des chrétiens, vous avez des chrétiens également dans tous les autres partis politiques et c'est normal que les chrétiens donc, qui sont au PDCI appellent également donc, à participer donc, à cette marche priante qui est organisée par l'Église. Je n'y vois rien d'anormal. Cette marche qui était comme une démarche contre les actions du gouvernement fait dire à certaines personnes que l'Église catholique a pris la tête de l'opposition ivoirienne. Est-ce que c'est juste de le dire? Alors ça, il faudrait poser la question, peut-être aux responsables de l'Église catholique pour savoir s'ils entendent prendre la tête de l'opposition, mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que la vocation de l'Église catholique, donc c'est une vocation de paix, de rassemblement. Et je le répète encore une fois de plus, il n'y a pas qu'au PDCI que vous avez des chrétiens catholiques, vous avez des chrétiens catholiques également au RDR, au RHDP et dans tous les autres partis politiques. Donc quelle serait la pertinence de la part de l'Église de venir prendre la tête d'une opposition contre des personnes qui sont chrétiennes, qui pourraient être chrétiennes? Pas vraiment son travail dans ce pays. L'Église n'a pas vocation à cultiver donc, des positions de partialité. N'oublions pas que quand on dit parti politique, donc ce sont des partis partisanes. D'accord? Et donc, d'où le problème que nous avons par rapport donc, à la défense des intérêts partisans de chaque parti politique. L'Église catholique n'a pas vocation, en tout cas moi en tant que chrétien de ce que je sais de l'Église catholique, elle n'a pas vocation donc, à être partisane et donc à mener l'opposition, à prendre la tête d'une opposition quelle qu'elle soit en Côte d'Ivoire. Oui, mais de par sa sortie, le cardinal a appelé à l'apaisement de la situation politique en général et son discours a pu faire croire à certaines personnes qu'il demandait en fait une sorte de relâchement des l'étau sur les opposants parce qu'il y a une situation quand même qui prévaut, il y a des tensions et cette sortie-là joue plus en la faveur de l'opposition que des tenants du pouvoir. Donc voilà pourquoi on peut facilement penser à cette idée selon laquelle l'opposition est désormais... Je suis tenté de vous dire, on n'objecte pas à un adversaire de mauvaise foi des arguments de bonne foi. Vous savez, quel que soit ce que vous ferez, si vous avez en face de vous quelqu'un qui est de mauvaise foi, il trouvera toujours les moyens d'interpréter de mauvaise foi de vos actions. Donc la démarche de l'Église catholique était une démarche pour une marche priante, j'insiste encore là-dessus,
une marche priante pour la paix. Je n'y vois absolument rien d'anormal et donc toutes les interprétations qui ont pu avoir lieu, je pense que ce sont des interprétations de mauvaise foi. Ce genre de marche avait déjà eu lieu par avant en Côte d'Ivoire? Bien sûr, bien sûr. Au niveau de l'Église, il y avait, comme je vous le dis, à la décharge peut-être de ceux qui critiquent cette marche priante-là, à leur décharge, c'est peut-être le fait qu'ils ne soient pas chrétiens catholiques et qu'ils ne connaissent pas cette pratique-là au niveau des chrétiens catholiques. Alors, tout ça intervient quand même dans une période de grande tension. On a le mandat d'arrêt international qui a été lancé récemment contre Guillaume Soro. Est-ce que vous trouvez justifié ce mandat d'arrêt? Parce que tout cela participe à rendre plus forte la tension politique en Côte d'Ivoire. Alors, la question des mandats d'arrêt, vous savez, c'est toujours assez délicat de se prononcer sur un dossier, parce qu'il s'agit là d'un dossier. C'est toujours délicat de se prononcer sur un dossier dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Je ne suis pas un avocat constitué dans le dossier, je ne connais pas le fond du dossier. Par contre, ce que je peux dire, je peux me prononcer sur les grands principes. Les grands principes, c'est quoi? C'est que M. Soro Guillaume bénéficie d'un certain nombre d'immunités, notamment son immunité en tant qu'ancien chef d'institution, en tant qu'ancien membre du gouvernement. Et cette immunité donc, de la loi de 2005 empêchait qu'il puisse y avoir un mandat d'arrêt contre lui avant que cette immunité ne soit levée. Donc de ce point de vue, j'estime qu'il y a une violation de ses droits. Justement, le procureur Adou Richard a déjà répondu à la question en disant qu'il dispose d'éléments qui lui permettent d'attaquer en tout cas ces personnes-là sur le chemin judiciaire. Et on a vu que le PDCI n'était pas trop favorable à la levée de l'immunité parlementaire des députés, y compris de M. Soro Guillaume. Pourquoi? Est-ce que les arguments présentés par le procureur n'étaient pas valables pour vous? Bah, écoutez, regardez déjà, il y a une décision... Il les a présentés à la télévision, tout le monde l'a vu. Donc. Bon, écoutez, je ne vais pas commenter les déclarations du procureur, parce que j'ai moi-même mon opinion sur la question, je préfère vous faire partager mon opinion. Mon opinion, je regarde la procédure qui est pendante devant la Cour de cassation, aujourd'hui. Alors, c'est un peu curieux qu'on vienne a posteriori demander la levée de l'immunité après qu'on ait engagé des poursuites et après qu'on ait lancé un mandat. Donc cela devait se faire conformément à l'immunité dont il bénéficie, cela aurait dû se faire avant que les poursuites ne puissent être engagées. Donc il n'y a pas de cohérence, en tout cas pour moi, sur la question de la levée de l'immunité de M. Soro Guillaume en tant qu'ancien membre du gouvernement et en tant qu'ancien membre, en tant que chef d'une institution. Maintenant, sur la question de nos collègues députés, sur la levée de l'immunité parlementaire de nos collègues députés, je préfère encore regarder l'institution qui a rendu cette décision, c'est-à-dire le bureau de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, tout le monde spécule sur les décisions du bureau de l'Assemblée nationale. Moi, je veux vous ramener à une chose qui me semble beaucoup plus importante, c'est l'illégalité de ce bureau de l'Assemblée nationale. Ce bureau de l'Assemblée nationale a été mis en place au mois d'avril dernier, lors de la rentrée parlementaire, avec le refus de la participation de l'opposition parlementaire au sein de ce bureau. La légalité de ce bureau parlementaire aurait dû être constatée par une publication au journal officiel du bureau de l'Assemblée nationale. Cette publication n'a jamais été faite jusqu'à ce jour. Donc c'est un bureau qui est illégal. Donc quels que soient les actes qu'il pourrait prendre, les décisions qu'il pourrait prendre, ces décisions-là sont également illégales. Donc, pour moi, sachant illégal cette décision, vous les attaquez comment? Il n'y a pas de procédure particulière pour attaquer les décisions. Vous savez, c'est une institution. Il y a le principe de la séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, le législateur n'a pas voulu qu'on puisse déférer un certain nombre de décisions de l'Assemblée nationale à la censure de la juridiction judiciaire. Sinon, ce serait un peu comme si on plaçait donc, le pouvoir législatif sous la coupe donc, du pouvoir judiciaire. Donc il n'y a pas de voie de recours spécifique. Ce réchauffement de la vie politique ivoirienne intervient à 9 mois des élections présidentielles de 2020. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Écoutez, nous sommes en plein dans une crise préélectorale déjà. Je pense que tout le monde le voit. La frilosité avec laquelle tout se passe aujourd'hui, la peur surtout qui noue le ventre des Ivoiriens en pensant à ce qui pourrait arriver au mois d'octobre lors de cette élection-là, finissent de me convaincre que nous sommes en plein déjà dans une crise préélectorale contrairement à 2010. Alors qu'est-ce que fait le PDCI pour détendre cette atmosphère?
Alors, écoutez, je suis un peu embêté dans la mesure où je ne suis pas habilité à parler au nom du PDCI. C'est vrai que je suis membre du bureau politique, mais il y a des organes incompétents, notamment le secrétariat exécutif, le chef du secrétariat exécutif qui est habilité, qui est la personne habilitée à parler au nom du PDCI. C'est vrai que j'ai mon opinion sur un certain nombre de choses, mais je pense qu'aujourd'hui, nous devrions mettre l'accent sur des questions du système électoral. Quand je parle de système électoral, c'est pour dire que c'est un tout. Il n'y a pas que la question de la CEI, il n'y a pas que la question du code électoral, il y a également la problématique du Conseil constitutionnel, par exemple, également qu'il faut intégrer. Donc il faut voir tout ce qui touche aux élections et tous les organes qui touchent aux élections pour remettre tout à plat également et repartir sur de nouvelles bases avec des règles du jeu qui inspirent la confiance à tous ceux qui participent donc à ce jeu démocratique-là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et vous attendez quoi pour que ça change? Parce que justement, vous êtes membre du bureau politique du PDCI, vous avez une opinion, vous l'avez dit. Est-ce que vous la donnez en interne? Et si elle n'est pas prise en compte, comment faites-vous pour vous faire entendre assez fortement pour changer les choses? Alors, mon opinion, je l'ai donnée lors du bureau politique, du dernier bureau politique que nous avons eu le 19 décembre. J'ai fait une déclaration donc à ce bureau politique pour dire ce que j'en pense, puisque pour moi, l'orientation politique du parti se décide au sein du bureau politique. Et c'est pour cette raison-là que j'ai donné mon opinion lors de ce bureau politique pour dire comment est-ce que je voyais les choses et quelles étaient mes propositions. Maintenant, pour le reste, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un parti politique et que je n'ai pas vocation à prendre des décisions pour le parti en lieu et place des organes et du président du parti. Les élections approchent, on ne connaît toujours pas le candidat du PDCI, mais on sait que beaucoup de personnes pensent qu'Henri Konan Bédié est la personne idéale pour vous représenter, parce que seul capable de vous apporter la victoire. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Vous pensez quoi, vous? Je dis d'abord que chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais ce qui, moi, m'importe aujourd'hui, ces personnes-là devraient nous dire sur quels critères elles se basent pour avoir une pareille affirmation. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui par rapport à la convention du parti pour le choix du candidat, c'est la manière dont le candidat sera choisi. N'oubliez pas, le PDCI s'appelle le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Donc nous avons vocation à donner l'exemple à toute la Côte d'Ivoire par rapport au modèle de démocratie que nous voulons être. Et ce modèle de démocratie devrait commencer par rapport à la manière dont, au sein de cette convention, le choix du candidat du PDCI sera fait. Donc moi, ce qui m'importe aujourd'hui, le candidat de toutes les façons du PDCI qui sera choisi à la Convention, nous nous rangerons tous derrière lui pour aller aux élections, c'est une certitude, à condition que la manière dont il sera choisi soit une manière consensuelle. J'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que vous êtes intéressé par la présidentielle? Est-ce que vous voudriez bien représenter le PDCI si vous en aviez l'opportunité? Mais je suis un élu du parti et je me réfère donc au statut, au règlement intérieur de mon parti. Je suis éligible. Donc potentiellement, je peux être un candidat à la Convention. Vous êtes intéressé? Chaque chose en son temps. Alors, monsieur le député, oui. Guillaume Soro, qui est aujourd'hui un opposant, se présente à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ou du moins sa communication tend à le présenter comme le leader de l'opposition politique ivoirienne. Est-ce que vous partagez cette vision-là de l'homme? Écoutez, le voyez-vous comme tel? Écoutez, je n'en sais rien, je n'ai jamais entendu cela et je pense qu'il y a une coalition aujourd'hui au niveau de l'opposition ivoirienne. Il y a différentes plateformes aujourd'hui qui se sont coalisées. Je pense que ces plateformes-là, les représentants de ces plateformes-là sont plus à même que moi de répondre à cette question pour dire si il est perçu comme tel. Non, mais c'est parce que vous appartenez au PDCI, qui est un parti allié d'une certaine façon à M. Guillaume Soro. Vous pouvez avoir votre avis sur l'homme ou même sur la coalition que vous formez avec lui? Non, parce que je ne sais rien des accords qu'il peut y avoir entre les différentes plateformes et M. Soro Guillaume. Donc, ce serait hasardeux de ma part de me prononcer là-dessus. Je n'en sais rien. Et je pense que les personnes habilitées à répondre, ce sont donc les leaders des partis d'opposition et de cette plateforme. Voilà. Les questions sur la CEI et la CNI ne sont pas réglées. Et on s'en approche quand même des élections. Comment allons-nous faire? Alors, la première chose, c'est déjà une sensibilisation. Ce week-end, j'étais à Yamoussoukro. J'ai réuni les différents organes du parti à Yamoussoukro, notamment la JPDCI, l'UFPDCI, les secrétaires de section, pour passer un message qui est très simple. Le PDCI s'est battu pour que la CNI soit gratuite.
Finalement, le gouvernement a lancé donc l'enregistrement, l'enrôlement donc pour les CNI qui sont payantes. Des Ivoiriens, certains Ivoiriens ont commencé donc le processus et ont commencé à payer. J'ai dit tout simplement donc à ces différents organes du parti, allez-y prendre vos cartes d'électeurs, vos cartes d'identité, parce que la carte d'identité n'a rien à voir avec les élections en Côte d'Ivoire. C'est celle-là qui vous donne la citoyenneté, qui vous donne le droit de vous prévaloir de votre qualité de citoyen ivoirien. Et donc, allez-y prendre vos cartes d'identité. Ça a été un combat pour obtenir la gratuité. Ce combat-là n'a pas pu porter de fruits. Dans ces conditions, on ne peut pas demander aux Ivoiriens de ne pas prendre leur CNI. Donc, je leur ai tous dit, allez-y et prenez vos CNI. Le vrai problème aujourd'hui, c'est l'inégalité qui existe au niveau des centres d'enrôlement sur la Côte d'Ivoire. J'ai fait un petit exercice qui a consisté à aller sur le site de l'ENESI pour voir quels étaient les centres d'enrôlement. Il y a une inégalité au niveau des centres que je ne m'explique pas du tout. Vous prenez par exemple Abidjan qui a près de 5 millions d'habitants, je vois qu'il n'y a que 4 centres d'enrôlement qui sont prévus. Vous prenez le Kabadougou, on en a une vingtaine, alors qu'il y a à peine 900 000 habitants. Donc cette inégalité-là ne s'explique pas. Il y a un autre problème que j'estime être majeur également, c'est la question de l'enrôlement en ligne. Sur ce site, vous verrez, vous devez en ligne aller acheter votre timbre avec un compte Orange Money ou Momo Cash. Mais le problème, qu'est-ce qu'on fait de nos parents qui sont au village et donc qui n'ont pas Internet ou qui n'ont pas un compte de mobile money? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Donc voilà des problèmes, je pense, auxquels les leaders politiques devraient donc s'attaquer pour trouver des solutions et accompagner justement nos parents qui sont dans les villages sur cette question de la CNI. Sur la base de quoi? Pour rebondir sur la question de la gratuité de la CNI, je voulais savoir sur la base de quoi vous auriez voulu qu'elle soit gratuite. Alors, sachant que la fabrication des cartes d'identité a un coût. Oui, tout à fait. Alors, la première raison, c'est que en 2009, lorsque moi-même d'ailleurs j'ai fait ma carte d'identité en 2009, n'oubliez pas, nous étions dans une période entre guillemets de récession en Côte d'Ivoire. Et cette carte-là a pu être donnée aux Ivoiriens gratuitement par le gouvernement d'alors. Aujourd'hui, alors que tous les signaux sont supposés être au vert avec une croissance qui fait applaudir tout le monde, et en particulier le pouvoir en place, on trouve incohérent qu'aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire ait de l'argent, elle ne puisse pas donc faire des cartes d'identité gratuites, alors qu'à l'époque où elle n'en avait pas, elle a pu donner des cartes d'identité gratuites. Parlant des signaux au vert, vous étiez, il n'y a pas très longtemps, de ceux qui disaient que les signaux étaient au vert, le PDCI en l'occurrence, était à l'époque allié du président Ouattara et faisait partie des personnes qui faisaient savoir au monde entier que les signaux étaient ouverts. Pourquoi aujourd'hui vous êtes dans une position contraire? Écoutez, moi, la position du PDCI en son temps, c'est une position du parti. Et je suis tenté de vous donner un adage, seuls les imbéciles ne changent pas. Et pourquoi est-ce que vous voudriez aujourd'hui, si nous constatons qu'il y a des anomalies, il y a des choses qui ne marchent pas, pourquoi vous voudriez aujourd'hui qu'on ne puisse pas les dénoncer sous le prétexte que nous ne les avons pas dénoncés par le passé? Parce que justement, on serait amené à se demander pourquoi vous ne l'avez pas fait non plus quand vous étiez à l'époque avec le président et que vous étiez beaucoup plus audible. Alors, pourquoi ne pas l'avoir fait en ce moment-là? L'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique. Je trouve que pour un parti politique, vous faites beaucoup trop d'erreurs. Eh oui, hélas, hélas, mais heureusement encore que nous avons l'humilité de reconnaître nos erreurs. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut repartir sur de nouvelles bases. Récemment, il y a un jeune Ivoirien qui a été retrouvé mort dans un avion partant pour l'Europe. Tout ça n'envoie pas une très bonne image de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire? Écoutez, quand on nous parle de la croissance de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui économiquement est un phare et qui a le satisfecit d'un certain nombre d'organisations internationales, et que dans le même temps, on voit que les jeunes de ce pays sont, comment dire, sont des clandestins à l'immigration parce qu'ils n'ont aucune visibilité sur leur avenir en Côte d'Ivoire, je pense que ça parle tout seul. Ça parle tout seul pour dire quoi? Pour dire quoi? Le développement économique, s'il n'atteint pas les citoyens, s'il n'atteint pas le peuple, ça ne sert pas à grand-chose. Le développement économique ne devrait pas se résumer à des multinationales qui viennent faire du business, à de l'argent qui circule en haut et qui n'arrive pas à la base.
Aujourd'hui, suite à cette affaire, il y a un déguerpissement qui a été entamé dans la zone d'Adjufou, où les populations qui étaient installées dans ces endroits depuis bien longtemps se font dégager sans solution de relogement. Ils sont complètement dans des situations difficiles. Vous, au PDCI, et vous personnellement, elle vous inspire quoi, cette situation? Alors personnellement, je dirais que c'est un scandale. C'est un scandale tout simplement avec le nombre d'enfants qu'il y a, le nombre de familles aujourd'hui qui se retrouvent sans toit. C'est un scandale. Mais ce qui me scandalise le plus, c'est le manque de solidarité de la part de tous les Ivoiriens vis-à-vis de ces personnes qui ont été déplacées, en particulier de tous les partis politiques, des ONG. Je pense qu'on devrait lancer un appel. Vous également, les médias, vous êtes concernés. Je ne vois pas non plus d'élan dans les journaux. Je ne vois pas de couverture qui soit véritablement une couverture à 100% de ce scandale qui est en train de se dérouler sous nos yeux et avec notre silence complice. J'estime aujourd'hui que nous devrions lancer un courant national pour aider toutes ces personnes-là aujourd'hui qui se retrouvent à la rue. Alors, nous arrivons à la fin de cette interview, M. Kwame Patrice, Monsieur le député de Yamoussoukro. Merci d'avoir fait le déplacement sur notre plateau. Merci d'avoir suivi cette interview sur www.afrique7.fr.